Une autre fausse idée particulièrement répandue à notre époque est que la compréhension peut être différente, que n'importe lequel d'entre nous peut comprendre, c'est-à-dire a le droit de comprendre une et la même chose différemment. Du point de vue de cet enseignement, rien n'est plus faux. Il ne peut y avoir de compréhension différente. Il ne peut y avoir qu'une seule compréhension. Le reste est un malentendu ou une compréhension incomplète. Cependant, les gens pensent généralement qu'ils comprennent les choses différemment. Nous pouvons en voir un exemple tous les jours. Comment expliquer cette contradiction apparente? En fait, il n'y a pas de contradiction là-bas. Comprendre une chose signifie le comprendre comme partie dans sa relation avec l'ensemble. Mais l'idée de tous peut être très différente pour les gens, selon vos connaissances et votre être. C'est pourquoi, à ce stade, l'enseignement est nécessaire. Apprenez à comprendre cet enseignement et toutes les choses qui s'y rapportent. Mais parler du plan ordinaire, à part l'idée de l'école ou de l'enseignement, nous devons admettre qu'il y a autant de façons de comprendre que nous. Chacun comprend chaque chose à sa manière, selon ses routines ou ses habitudes mécaniques. Mais ce n'est qu'une compréhension totalement subjective et totalement relative. Le chemin qui mène une compréhension objective implique l'enseignement des écoles et le changement de l'être. Afin d'expliquer ce dernier point, je dois retourner à la division de l'homme en 7 catégories. Ils doivent comprendre qu'il y a une grande différence entre les hommes numéro 1, 2 et 3, d'une part, et les hommes dans la catégorie supérieure, d'autre part. En fait, cette différence est beaucoup plus grande que nous ne pouvons l'imaginer, si grande que, de ce point de vue, on peut considérer la vie divisée en 2 cercles concentriques. Le cercle intérieur et le cercle extérieur de l'humanité. Le cercle intérieur appartient aux hommes 5, 6 et 7. Au cercle extérieur, les hommes 1, 2 et 3. Les hommes numéro 4 sont un bras du cercle intérieur, c'est-à-dire entre les 2 cercles. À son tour, le cercle intérieur est divisé en 3 cercles concentriques. Le plus intérieur est celui des hommes n°7, l'intermédiaire, celui des hommes n°6, et le plus à l'extérieur, celui des hommes 5. Cette division ne nous concerne pas pour le moment. Pour nous, les 3 cercles n'en forment qu'un. Le cercle extérieur, dans lequel nous vivons, a plusieurs noms qui désignent leurs différents aspects. Il est appelé un cercle mécanique, car tout se passe. Tout en lui est mécanique, et parce que les hommes qui vivent en lui sont des machines. Il est également appelé un cercle de confusion des langues, car ceux qui vivent dans ce cercle parlent toutes les langues différentes et ne se comprennent jamais. Chacun comprend la chose à sa manière. Cela nous amène à une définition très intéressante de la compréhension. La compréhension est quelque chose qui appartient au cercle intérieur de l'humanité et ne nous appartient pas du tout. Si certains hommes du cercle extérieur se rendent compte qu'ils n'en comprennent pas d'autres et ressentir le besoin de se comprendre mutuellement, devraient essayer de pénétrer le cercle intérieur, car il n'y a que la possibilité d'une compréhension mutuelle. Les différentes espèces de l'école servent de portes par lesquelles les hommes peuvent passer au cercle intérieur. Mais pénétrer un cercle supérieur à celui dans lequel il est né nécessite un travail long et difficile. La première étape de ce travail est l'étude d'une nouvelle langue. Et quelle langue étudions-nous? Ils demanderont. Et maintenant, ils peuvent répondre. C'est la langue du cercle intérieur. Langue à travers laquelle les hommes peuvent se comprendre. Nous devons réaliser que, étant hors du cercle intérieur, nous ne pouvons apprendre que les rudiments de cette langue. Mais ces rudiments nous aideront à nous comprendre mieux que nous pourrions le faire en l'absence. Chacun des 3 cercles intérieurs a sa propre langue. Nous étudions actuellement la langue du plus à l'extérieur de ces cercles intérieurs. Ceux qui appartiennent à ce cercle étudient la langue du cercle intermédiaire. Et ceux qui appartiennent au cercle intermédiaire étudient la langue du cercle le plus intérieur. Si vous me demandez comment vous pouvez tout prouver,
je vous répondrai que cela ne peut être prouvé que par la procédure d'auto-étude et d'auto-observation. Si nous constatons que l'étude de cet enseignement nous permet de comprendre et de comprendre les autres, encore plus certains livres ou certaines idées, mieux que nous ne pourrions le faire avant, et en particulier si nous découvrons certains faits précis qui témoignent du développement de notre compréhension, ce sera alors un test, au moins un signe de possibilité de preuve. Nous ne devons pas oublier que, tout comme notre conscience, notre compréhension n'est pas toujours au même niveau, augmente ou s'abaisse continuellement. Cela signifie qu'à un moment donné, nous comprenons mieux et qu'à un autre, nous comprenons moins bien. Si nous remarquons ces différences en comprendre, nous serons en mesure de comprendre qu'il y a vraiment une possibilité. D'abord pour rester à ces niveaux de compréhension plus élevés et après les dépasser. Une étude théorique, cependant, ne suffit pas. Ils doivent travailler sur leur être et travailler pour changer leur être. S'ils peuvent définir leur objectif comme un désir de comprendre les autres, ils doivent se souvenir d'un principe fondamental des écoles. Ils ne peuvent comprendre que les autres tels qu'ils se comprennent, et uniquement au niveau de leur propre être. Cela signifie qu'ils peuvent juger la connaissance des autres, mais ils ne peuvent pas juger leur être. Ils ne peuvent voir qu'en eux ce qu'ils ont vu en eux-mêmes, mais nous faisons toujours l'erreur de croire que nous pouvons juger l'être des autres. En fait, si nous voulons contacter des hommes plus développés que nous et les comprendre, nous devons travailler pour changer notre être. Nous devrions maintenant revenir à l'étude des centres, ainsi qu'à l'étude des caractéristiques de soi et de la mémoire, car ce sont les seules façons qui mènent à la compréhension. Il y a une division en deux parties, positive et négative, qui, comme nous l'avons vu, n'est pas la même dans les différents centres. Chacun des 4 centres est divisé en 3 parties. Correspondent à ces parties la division même des centres les uns avec les autres. La première partie est mécanique et comprend les principes instinctifs et moteurs, avec ou sans prédominance de l'un d'eux. Le second est l'émotionnel et le troisième, intellectuel. Le diagramme suivant indique la position de ces pièces dans le centre intellectuel. Dans le cas ici, c'est un cercle divisé au milieu, puis divisé verticalement par 3 autres parties, 2 autres divisions. Le centre intellectuel est divisé en 2 parties, positif et négatif, et pour chacun d'eux, se divise en 3 parties. Ainsi, le centre contient en fait 6 parties. Chacune de ces 6 parties est subdivisée en 3, mécanique, émotionnelle et intellectuelle. Nous ne parlerons cependant que de ces subdivisions plus d'après-midi, à l'exception de l'un d'eux, la partie mécanique du centre intellectuel, dont nous parlerons maintenant. La division d'un centre en 3 parties est très simple. Sa partie mécanique fonctionne presque automatiquement. Elle ne nécessite aucune attention, mais pour cela ne peut pas s'adapter aux changements de circonstances, ne peut pas penser, continue de fonctionner comme il a commencé, même lorsque les circonstances ont complètement changé. Dans le centre intellectuel, la partie mécanique comprend tous les travaux d'enregistrement des impressions, des souvenirs et des associations. C'est tout ce que vous devez faire, normalement. Autrement dit, si les autres parties font leur propre travail, elles ne devraient jamais répondre aux questions qui vont au centre dans leur intégralité, ni essayer de résoudre ces problèmes, et ne devraient jamais décider quoi que ce soit. Malheureusement, le fait est qu'il est toujours prêt à décider et répond toujours à toutes sortes de questions, d'une manière très étroite et limitée, avec des phrases faites, des expressions d'argot et des mots à la mode politique. Tout cela, comme beaucoup d'autres éléments de nos réactions habituelles, constitue le travail de la partie mécanique du centre intellectuel. Cette partie a son propre nom. Elle est appelée un appareil de formatrice, ou aussi un centre de formatrice. Beaucoup de gens, surtout parmi les hommes numéro 1, c'est-à-dire la grande majorité, ils passent toute leur vie avec leur appareil de formatrice, sans jamais recourir à d'autres parties de leur centre intellectuel. Pour tous les besoins immédiats de la vie, recevoir des influences et répondre à eux, et pour déformer ou réjouir les influences C,
le dispositif de formatoire est plus que suffisant. Il est toujours possible de reconnaître la réflexion du centre de formatrice. Par exemple, le centre de formatrice semble être en mesure de compter jusqu'à 2. En fait, il divise toutes choses en deux, le bolchevisme et le fascisme, les travailleurs et les bourgeois, le prolétaire et le capitaliste, etc. Nous devons la plupart de nos clichés modernes à la pensée du centre de formatrice, et pas seulement de la plupart de nos clichés, mais de toutes les théories populaires modernes. Il peut être possible de dire qu'à tout moment, toutes les théories populaires proviennent de l'appareil de formatrice. La partie émotionnelle du centre intellectuel est principalement constituée par des émotions intellectuelles, c'est-à-dire le désir de savoir, de comprendre, la satisfaction de la connaissance, le mécontentement de ne pas savoir, le plaisir de la découverte, etc. Bien que toutes ces émotions puissent également se manifester à des niveaux très différents, le travail émotionnel nécessite une attention totale. Mais dans cette partie du centre, l'attention ne nécessite aucun effort. Il est attiré et conservé par le sujet lui-même, et souvent sous l'influence d'une identification qui est généralement appelée le nom d'intérêt, d'enthousiasme, de passion ou de dévotion. La partie intellectuelle du centre intellectuel comprend la faculté de création, de construction, d'inventer, de découvrir. Il ne peut pas fonctionner sans attention, mais l'attention dans cette partie du centre doit être contrôlée et maintenue par la volonté et l'effort. Ce sera notre principal critère dans l'étude des différentes parties des sens. Si nous les considérons du point de vue de l'attention, nous saurons immédiatement quelle partie du centre nous nous trouvons. Sans attention ou avec une mauvaise attention, nous sommes dans la partie mécanique. Avec l'attention attirée et conservée par le sujet, l'observation ou la réflexion, nous sommes dans la partie émotionnelle. Avec une attention contrôlée et maintenue sur un sujet, à travers le testament, nous sommes dans la partie intellectuelle. Dans le même temps, cette méthode montre comment travailler les parties intellectuelles des sens. En observant l'attention et en essayant de le contrôler, nous nous forçons à travailler sur les parties intellectuelles des centres, car le même principe s'applique également à tous les centres. Bien qu'il ne soit peut-être pas facile de distinguer les parties intellectuelles dans d'autres centres, et en particulier dans le centre instinctif, dont la partie intellectuelle ne nécessite aucune attention à votre travail que nous pouvons percevoir ou contrôler. Prenez le centre émotionnel. Je vais réserver, pour l'instant, des émotions négatives. Nous ne traiterons que la division du centre en 3 parties, mécanique, émotionnelle et intellectuelle. La partie mécanique comprend l'humeur bon marché, les blagues stéréotypées, la signification de la commission grossière, du goût de l'excitation, de l'amour des spectacles sensationnels, des défilés, de la sentimentalité, du plaisir de se rencontrer dans une multitude, de faire partie d'une foule, d'attraction pour les émotions collectives de toutes les espèces. La tendance s'échappe complètement dans les émotions inférieures. Mais la partie émotionnelle peut être très différente des gens. Il peut comporter le sens de l'humour ou le sens comique, ainsi que l'émotion religieuse, l'émotion esthétique, l'émotion morale, et dans ce cas, cela peut vous conduire à l'éveil de la conscience morale. Mais avec l'identification, cela peut devenir quelque chose de très différent. Il peut être très ironique, moqueur, sarcastique, peut être mal têtu, cruel et jaloux, bien que moins primitif que la partie mécanique, la partie intellectuelle du centre émotionnel, à l'aide de parties intellectuelles des centres moteurs et instinctifs, détient le pouvoir de la puissance création artistique. Dans le cas des parties, les intellectuels, les centres moteurs et instinctifs, n'étant pas très... Cela explique la beauté parfois merveilleuse des rêves de certaines personnes qui, en revanche, ne sont rien d'artistes. La partie intellectuelle du centre émotionnel est également le principal quartier général du centre magnétique. Je veux dire que si le centre magnétique n'existe que dans le centre intellectuel ou dans la partie émotionnelle du centre émotionnel, il ne sera pas tout à fait fort pour que son action soit efficace et sera toujours susceptible de faire des erreurs ou des échecs.
Mais la partie intellectuelle du centre émotionnel, lorsqu'elle est pleinement développée et fonctionne avec tout son pouvoir, est un moyen pour les centres supérieurs. Dans le centre du moteur, la partie mécanique est automatique. Tous les mouvements automatiques qui, dans la langue actuelle, sont appelés instinctifs, y appartiennent ainsi que l'imitation et la capacité d'imitation qu'un si grand rôle joue dans la vie. La partie émotionnelle du centre moteur correspond surtout au plaisir du mouvement. La passion pour les jeux et les sports devrait généralement dépendre de cette partie du motor center, mais lorsque l'identification ou d'autres émotions fusionnent avec elle, il est rare que cela se produise comme ça. Et, dans la plupart des cas, la passion pour le sport est sur la partie motrice du centre intellectuel ou du centre émotionnel. La partie intellectuelle du centre des moteurs est un instrument très important et très intéressant. Quiconque a eu l'occasion de faire un travail physique, peu importe, il sait que chaque type de travail nécessite beaucoup d'inventions. Nous devons inventer nos petites méthodes pour tout ce que nous faisons. Ces inventions sont le travail de la partie intellectuelle, le centre automobile, car il existe de nombreuses autres inventions de l'homme. Le pouvoir que les acteurs doivent imiter la volonté, la voix, les intonations et les gestes des autres proviennent également de la partie intellectuelle du centre moteur. Mais quand ce pouvoir d'imitation atteint un degré plus élevé, nécessite en même temps le travail de la partie intellectuelle du centre émotionnel. Le travail du centre institutionnel reste très obscur pour nous. Nous ne savons vraiment que, nous nous sentons simplement, et nous ne pouvons observer que votre partie sensorielle et émotionnelle. Sa partie mécanique comprend les sensations habituelles, que nous ne remarquons souvent pas du tout, mais qui sont la base d'autres sensations. Il comprend également des mouvements instinctifs dans le bon sens de l'expression, c'est-à-dire tous les mouvements internes, tels que ceux de la circulation sanguine, de la digestion et des réflexes internes et externes. La partie intellectuelle occupe un endroit très grand et très important. Dans l'état de conscience de soi, ou lorsqu'il en est proche, vous pouvez contacter la partie intellectuelle du centre instinctif et ainsi récolter de nombreuses données sur le fonctionnement de la machine et ses possibilités. La partie intellectuelle du centre instinctif apparaît comme un cerveau derrière de tout le travail du corps. Un cerveau qui n'a rien en commun avec celui du centre intellectuel. L'étude des parties des centres et de leurs fonctions spécifiques nécessite un certain degré d'autoréserve. Sans se souvenir de vous, il ne peut pas être observé pendant longtemps, ou clairement, pour ressentir et comprendre la différence entre les fonctions de différentes parties des différents centres. L'étude de l'attention, meilleure que toute autre chose, révèle les parties des centres. Mais l'étude de l'attention nécessite, à son tour, un certain degré d'auto-réinterrompre. Il comprendra bientôt que tout leur travail sur eux-mêmes dépend de la mémoire d'eux-mêmes et que sans que cela ne puisse progresser. Et l'auto-réinstallation est un éveil partiel ou le début d'un réveil. Naturellement, et cela devrait être très clair, aucun travail ne peut être fait endormi. Nous terminons ici la lecture du livre Psychology of Evolution Possible to Man, P.D. Ouspensky.